Hello, beaux humains et bienvenue dans Informel. Aujourd'hui, je reçois au podcast la merveilleuse Julie Christie qui est conférencière par témoignage à la suite du retrait de sa prothèse mammaire qui l'a rendue malade pendant plus de 30 ans. Elle est maintenant associée au mouvement de sororité GEPAC afin que les lois à l'information médicale et chirurgicale soient claires pour un consentement transparent avant une prise de décision. Elle aide d'ailleurs plusieurs femmes dans leur processus d'explantation. J'ai eu la chance de l'avoir à mes côtés durant mon processus et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires. Julie, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue, merci beaucoup, ma belle Judy. Je suis très contente que tu consacres tes podcasts au sujet des implants mammaires parce que les femmes, effectivement, doivent être vraiment informées parce que c'est à travers l'information que j'ai réussi à moi me sortir de la situation. Ouais, puis on peut dire un re-bienvenue parce qu'en fin de compte, on a eu la chance d'enregistrer quand même quelques épisodes qui sont disponibles sur Spotify. Mais là, j'avais vraiment hâte que tu viennes nous raconter ton histoire qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui est assez percutante. Donc, sans plus tarder, ma première question, Julie, dans ton cas, toi, à quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire? Moi, j'avais 17 ans. Puis c'était à la suite d'un examen de routine médicale. Il y a un médecin qui a fait son check-up de mon corps. Puis il m'a dit ah, t'as une asymétrie mammaire, c'est pas très bon pour l'intimité, ça serait mieux que t'aies des seins égaux. Là, ça se corrige super facilement. Je vais t'envoyer voir une chirurgienne, puis ils vont te mettre un implant. Fait que là, il m'explique un petit peu c'était quoi un implant. C'est une prothèse. Puis ils vont juste ils coupent ton sein, ils mettent ça en dessous, puis après ça paraît plus, puis tu vas être bien correct. Fait que à 17 ans, dans les années, il faut qu'on recule où est-ce qu'on n'a pas d'Internet. C'est quand même en 88. Je m'étais pas posé de questions plus qu'il faut, puis j'avais pas remis non plus en question l'autorité médicale. Puis je me suis jamais posé la question, est-ce que moi je veux ça? C'est comme si j'ai juste suivi les recommandations. Puis après ça, le processus a été un petit peu rapide. C'était la chirurgienne, c'est quand même une très belle femme. Elle était vraiment gentille. Puis elle m'a comme inspiré confiance. À 17 ans, j'ai comme eu confiance à tout ce qu'elle me disait. Elle dit ça, c'est un implant, regarde de quoi ça a l'air. Elle me l'avait sorti, là. C'était comme un petit peu couleur beige, jaunâtre, là. Puis elle dit, il est texturé, fait qu'il tient bien en place, ça bougera jamais, il va jamais se déplacer, puis tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec, tu peux faire tous les sports, puis si éventuellement tu as des enfants, tu peux allaiter, puis tu n'as plus à t'en soucier, c'est bon à vie. Fait que moi, j'ai embarqué dans ça, là. C'est les informations qu'elle m'a données, que tout était beau, puis c'est un nouveau modèle, puis ça tient super bien. Fait que moi, j'ai comme dit oui. Puis j'imagine qu'à cette époque-là, on n'entendait pas parler de la maladie des implants mammaires. Est-ce que tu as parlé des risques qui étaient reliés à cet implant-là ou il y avait aucun risque puis tout allait être beau, hein? Ben, il y avait aucun risque. Elle m'en a pas dit du tout. Puis comme j'avais 17 ans, parmi les comment qu'on appelle ça, les consultations, ma mère était venue une fois au bureau parce que la femme, même si elle faisait une chirurgie qui était payée par la RAMQ parce qu'elle devait remplir tous les papiers, les formulaires. Donc, c'est la RAMQ qui devait voir mon dossier médical puis accepter de faire la chirurgie à les frais comme gratuit pour corriger une asymétrie qui est un problème d'ordre génétique. Puis, ma mère, elle devait venir pour signer des papiers. Fait que ma mère, elle a posé une seule question. Je m'en souviendrai tout le temps, parce que du haut de mes 17 ans, j'étais toute comme, OK, là, maman, tu l'as pas. Mais elle a posé une seule question, puis elle a dit, est-ce que les implants, ça cause du cancer? Et moi, à ce temps-là, là, j'ai aucune idée c'est quoi ce mot-là, puis qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'ai juste comme trouvé, ben voyons, maman, pourquoi tu poses des questions, là? C'est comme, le médecin vient de le dire qu'il n'y a rien à faire, puis c'est pour la vie, là. Tu sais, de quoi tu te mêles? J'étais comme un petit peu comme ça, tu sais, dans l'attitude ado, là, normale. Puis la médecin avait dit non, non, il n'y a aucun risque à ça, tout est beau, tout est correct. Puis elle redisait le même discours à ma mère, qu'elle n'avait pas à s'en soucier,
que tout serait bon, puis ça serait à vie, puis qu'il n'y aurait aucun problème, puis personne ne se rendrait compte que j'en aurais un de toute façon. Mhm. Et moi, l'idée principale, c'était personne ne va le savoir. Parce que c'était mon plus gros problème. Est-ce que quelqu'un va se rendre compte que j'en ai un vrai puis un faux? Moi, Mhm. j'avais une horreur extrême, une peur démesurée qu'on s'en rende compte. Puis dis-moi, avant cette rencontre avec ton médecin, est-ce que c'était quelque chose qui te complexait d'avoir une asymétrie mammaire? Est-ce que tu trouvais que c'était vraiment comme voyant? Est-ce qu'on voyait beaucoup? Ou toi, ça te gênait pas vraiment, mais c'est vraiment le médecin qui a fait comme ah ben peut-être que c'est pas beau finalement là. Non, ben de mémoire, là, je me souviens que j'avais observé que c'était un peu plus petit que l'autre, mais je m'étais pas vraiment souciée tant que ça. J'étais pas quelqu'un qui se souciait vraiment de mon aspect physique ou de mon intimité. De toute façon, à 17 ans, là, j'avais pas d'intimité, là. Fait que je m'étais pas Mhm. posé cette question-là du tout. Fait que OK. c'est plus les paroles du médecin qui m'a fait comme, qui m'a comme rendu complexée dans le fond. T'sais? Incroyable. C'est ça, ouais. Incroyable. Dans le fond, c'est ça. Quand tu poses la question, puis comme tu essaies de réfléchir en même temps que tu me la demandes, je pense que c'est plus ça, comme si je me suis rendue comme, ah, ok, comme, ah, Je c'est suis pas pas bon, tu sais. normale. Je suis pas normale, je suis comme incorrecte, tu sais. Fait que c'est Mm. comme plus ça qui m'a fait comme, ben, ok, il faut que je corrige quelque chose. Ouais, comme si c'était problématique finalement, mais pour Ouais, toi c'était pas gênant, mais là tout c'est d'un ça. coup c'était rendu problématique. Ouais. Puis C'est incroyable. aujourd'hui, quand je regarde, puis que j'entends plutôt d'autres témoignages de femmes, puis que lorsqu'elles disent la grandeur de leurs implants, ben je me rends bien compte que moi, là, j'avais vraiment juste un implant pour corriger la différence parce que mon implant était juste un 160 grammes. Puis on OK. s'entend qu'aujourd'hui, les femmes, c'est dans les 380, 550, 800 même. Tu sais, c'est comme, Mhm. je me dis, OK, moi, là, j'avais rien à corriger, là, dans le fond. Non, Fait finalement, que, tu sais. aujourd'hui, je le sais, mais Ouais. j'aurais jamais compris ça dans ce temps-là, c'est certain. Ouais. Puis, parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. Comment s'est passée la pose de la seule prothèse mammaire et à quel moment tu as commencé à avoir des symptômes? Puis, si tu veux peut-être nous parler aussi de c'était quoi les symptômes, parce que tu avais quand même une bonne liste de symptômes dans ton cas, toi, là. Ben, les premiers problèmes ont survenu dès la sortie de l'hôpital parce que la plaie, donc la cicatrice, n'était pas fermée. Il y avait un petit trou, à peu près, je pourrais dire comme la grosseur d'un crayon, la grosseur d'une paille. Tu sais, les grosses pailles quand on boit des smoothies, là, que la paille est un peu plus grosse qu'une petite paille normale. Fait que c'est à peu près cette grosseur-là. Puis de ce trou-là, ça, c'était une problématique, puis ça m'inquiétait un petit peu parce qu'il y avait, ben, il y avait pas juste du sang qui sortait, il y avait du liquide transparent, puis il y avait du liquide qui était jaune, qui était vert, qui était mauve. Ben ça, c'est comme, puis ça sortait, là, comme 24 heures par jour, là. Fait que je mettais un pansement pour éponger tout ça. Mais des fois, le pansement, il allait plus loin, donc il tachait aussi mon soutien-gorge. Puis là, ben, il fallait que je m'assure que ça tâche pas en plus le chandail. Fait que ça, j'avais comme cette problématique-là qui était tout le temps présente. Puis j'avais en même temps, sans que je m'en rende compte, par exemple, une enflure généralisée, puis des signes de dépression. Mais j'avais mis ça sur le dos que je filais pas parce que là, j'étais dans une relation qui allait comme se terminer, j'allais en commencer une autre. Là, c'était comme j'avais Mhm. fini l'école secondaire, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Fait que je m'étais mis ça sur le dos, que j'étais en période de questionnement, puis que c'est pas un bon temps pour moi, fait que je file un petit creux, tu sais, mais Ouais. sans plus. Puis le médecin me laissait avec la cicatrice ouverte du mois de mai 88 jusqu'en novembre 88. Fait que tout ce temps-là, on faisait juste comme reporter les rendez-vous. Ah, ben on va voir, on sait pas. Ah, c'est ton corps qui cicatrise pas bien. Ah, ben ça doit être toi. C'est tout le temps comme si c'est moi qui ai fait un mauvais mouvement ou si c'est ma propre peau qui veut pas se cicatriser. Fait que déjà là, je me sentais comme ben je suis responsable, c'est comme mon corps il est comme anormal, pourquoi Mhm. moi je cicatrise pas, pourquoi les autres cicatrisent. Fait que Mhm. j'étais comme en remise en question en manière comme culpabilisante là. Ouais. Puis finalement au mois de novembre, elle m'a dit ah ben là je vais t'opérer parce que là tu es en train de t'empoisonner.
Mais tu sais, quand elle m'a dit ça, là, j'ai pas paniqué parce que je m'étais dit, ça veut dire quoi, premièrement? Puis elle dit, t'inquiète pas, c'est surtout ça qu'elle a dit après, t'inquiète pas, je vais tout enlever, je vais tout nettoyer, tu vas être correct. Parce que la prothèse était percée, c'est bien ça? Oui, ben là, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle a dit que, malheureusement, lorsqu'elle a fermé ma plaie, elle a perforé l'implant. C'est ce qu'elle m'a dit verbalement. Mais là, tu me vois venir que quand j'ai fait venir mon dossier médical, c'est pas ça qui est écrit dedans. Mm-hmm. Fait qu'elle a pas écrit j'ai fait une erreur puis j'ai perforé. Mais c'est ce qu'elle m'a dit verbalement. Je m'en souviens très bien. J'étais dans mon lit à Sainte-Justine là, puis elle me parlait à côté de moi. Là, je sais très bien ce qu'elle m'a dit. Fait qu'elle a dit ça, qu'elle avait fait ça, puis que c'était comme une erreur, mais c'est pas grave, là, tout est correct, tout est arrangé. Fait qu'ils m'ont laissé avec un soluté, là, 4-5 jours à l'hôpital. Puis elle a dit, t'inquiète pas, dans à peu près une couple de mois, là, quand ça sera le temps, je t'en remettrai un autre. Moi, j'ai laissé ça de même, puis j'ai pas posé d'autres questions. Moi, j'étais comme guérie, il y avait rien qui se passait, tout semblait être correct. Puis c'est à ce moment-là, aujourd'hui, je le vois selon mes photos de jeunesse, entre le mois de mai puis le mois de novembre, j'avais vraiment enflé beaucoup. Puis entre le mois de novembre puis le mois de décembre, lorsqu'on a fêté Noël, là, j'ai tout perdu mon poids, puis je suis revenue, si tu veux, en décembre 1988. J'ai repris mon poids normal qui était, mettons, en avril 88. Parce qu'à partir de mai puis novembre, là, j'avais enflé. Puis je le sais parce que lorsque j'ai cherché pour des robes de bal de finissant, ben, mes robes que je cherchais avant le mois de mai n'étaient plus la même que lorsque j'ai dû en acheter une au mois de mai-juin. Mm-hmm. Puis cette même robe-là, dans ce temps-là, je l'avais choisie noire, mais ma mère, elle a dit, si tu veux, pour Noël, on va la réinvestir, tu sais, au prix que ça coûte. On va la réutiliser pour Noël, mais au lieu d'avoir une genre de boucle qui était décorative à l'arrière, de couleur noire, elle dit, je vais te l'enlever, puis je vais t'en mettre une rouge, ça va faire Noël. Puis j'avais dit, ah, OK. Mais quand que je l'ai remis sur moi, il a fallu qu'on enlève 4 pouces. Wow. Fait que tu comprends-tu que j'avais grossi comme vraiment beaucoup? Mm-hmm. Mais moi, je m'en rends pas compte parce que ça se fait tout comme tranquillement. Mm. Fait que C'est sournois. C'est sournois. C'est tout de l'enflure, c'est comme de l'inconfort, mais inconfort, tu sais, quand tu as 17 ans, tu es inconfortable pour plein d'affaires. Parce que là, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, il y a du silicone partout à l'intérieur de toi, là. Exactement. Ça, on me l'a jamais dit. Ouais. Non, Ouais. c'est ça. Puis ensuite, quand j'ai remarqué ça, ben, tu sais, j'ai pas plus porté attention que ça. Non plus. Tu sais, j'ai vraiment maigri. Ah, OK, mais je réfléchis pas pourquoi j'ai perdu du poids autant que ça. Mm-hmm. Fait que je continue à vivre mon petit train-train quotidien. Puis au mois d'août 89, là, on me réopère puis on me remet l'autre implant. Puis c'est celui-là que j'ai gardé après ça jusqu'au vrai retrait final en 2019. Un autre implant texturé toujours. C'était exactement le même, Le même. la même compagnie, le même modèle, la même grosseur, tout était identique, c'est juste que c'était un qui était pas brisé, là, tu sais, un autre. Puis là, elle me l'a installé, puis j'ai gardé celui-là. Puis mes symptômes sont apparus dans les semaines qui ont suivi parce que je rentrais au cégep, puis j'ai dû aller consulter une psychologue du cégep pendant mes 2 années de cégep. Je pleurais, là, pratiquement tous les jours, je pleurais. Mais je savais pas pourquoi je pleurais. Voyons, je n'arrêtais pas de pleurer. Partout où je me promenais, j'avais tout le temps des vagues de pleurs. Fait que j'avais plein de signes de dépression. Mais je dis, je peux pas être en dépression. Il y avait pas rien qui me faisait faire en dépression, mais j'avais tout le temps des vagues à l'âme, là, pour rien. Puis je dis, voyons, ça se peut pas. Mais en tout cas, j'ai été consultée. Fait qu'on a fait comme le ménage de ma vie, là. Moi, je cherchais un problème dans ma vie. Tu sais, je dois avoir un problème quelque part. Fait que je cherchais. Puis cette recherche-là de problème a duré 30 ans de dire, ben, il doit y avoir un problème quand j'avais 10 ans. Il doit y avoir un problème quand j'avais 8 ans. Il doit y avoir un problème avec ma mère. Il doit y avoir un problème avec ma soeur. Fait que je cherchais. Puis en tout cas, j'ai fait une belle thérapie. Mm-hmm. Mais
Le problème n'était pas là. Non, le problème n'était définitivement pas là. Puis là, Non. d'année en année, j'imagine que tes symptômes s'amplifiaient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la liste de symptômes que tu avais, si on parle, mettons, vers la fin, là, avant que tu réalises que c'est tes implants qui te rendent malade? Parle-nous un peu de tous les symptômes que tu avais, parce que je pense qu'à la fin, tu étais même alitée, si je comprends Oui. bien, là. Oui, oui, c'était pas drôle, là. Je rirais pas, là. J'étais pas drôle. J'étais Mhm. alitée. Mais les symptômes sont venus par des troubles cognitifs comme des troubles de mémoire, des troubles de fatigue. Après ça, j'ai eu des troubles comme un peu, comme si j'avais l'air d'une personne dysphasique, là, parce que je cherche mes mots, j'ai pas accès à mon champ lexical. Je veux dire un mot, mais je suis pas capable de le dire. J'essaie de te raconter une histoire, mais mon histoire est toute décousue. Fait que j'avais comme différents troubles comme ça qui apparaissaient. Mais ça, c'était cyclique. Fait que je pouvais être comme ça pendant un certain nombre de semaines, de mois. Là, ça partait. Après ça, ça revenait. Fait que presque tous mes symptômes pendant les 30 années ont été à peu près de cet ordre-là. Mais sinon, ils étaient permanents. Donc, quand la douleur s'est entrée dans mes os, puis dans mes articulations, tout ce qui me fait ma mobilité, excusez-moi, la mobilité, pour les genoux, les coudes, les épaules, le cou, là, ça, c'était permanent. Ça partait plus jamais. Puis, plus les années avançaient, pire c'était. Là, je me souviens des fois où ce que j'étais clouée au sol, puis j'ai rampé là comme un serpent, là, comme un ver pour me rendre jusqu'à mon lit, puis essayer de me hisser pour embarquer dans mon lit, tellement j'avais des douleurs partout, puis je pouvais pas bouger. Ça, c'était le cauchemar extrême, là. On pouvait plus toucher à aucune partie de mon corps, là. Mes os, j'avais vraiment la sensation que les os allaient tous casser. C'était pas drôle, là. Quand je conduisais, là, j'avais l'impression que le tibia, il allait casser juste parce que la jambe qui est pas utilisée quand on conduit, là, ma jambe gauche, était appuyée. Puis je devais enlever mon pied de l'appui parce que si je l'appuie, j'avais la sensation vraiment que les os qui sont dans l'avant-jambe allaient casser. Fait que je pouvais pas faire de pression sur mes os. Puis j'avais des douleurs, là, ils s'expliquent pas. C'est vraiment une souffrance atroce. Puis j'avais de l'enflure partout, partout. J'arrêtais pas d'avoir un cycle pendant ces 30 années-là de yo-yo au niveau du poids. Gonfle, dégonfle, gonfle, dégonfle, gonfle, dégonfle tout le temps. J'avais des problèmes au niveau de déglutition. À la toute fin, là, je pouvais à peine boire de l'eau parce que toute l'eau me coulait sur moi comme une personne là, qui a vraiment un handicap sévère. Là. Ça coulait tout le temps sur moi. Puis j'avais peur de manger devant les gens, j'avais peur de boire, je voulais comme tout le temps m'isoler, je refusais toutes les sorties au restaurant ou les sorties même en mangeant avec mes amis ou des invités chez moi. Fait que puis, la plupart du temps, ça s'est terminé que je faisais à manger à mes filles puis je mangeais pas avec elles parce que j'avais tout le temps une sensation au niveau de la gorge, tout le larynx, tout l'œsophage qui se serrait puis qui bloquait la nourriture. Fait que pendant que je mangeais, j'avais une sensation d'être étouffée ou une sensation de m'évanouir. Fait que là, je voulais pas inquiéter personne. Je voulais pas dire ça non plus à personne. Fait que je cachais, dans le fond, je cachais tous mes symptômes. Je voulais pas déranger personne avec ça parce que j'en avais trop. Puis c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'avais l'impression d'être un colo pour tout le monde, tu sais. Comme dire, ah, encore elle, tu sais, ah, encore un problème, tu sais. Fait que j'aime autant pas dire rien puis cacher tout ça. J'avais aussi toute la peau qui était extra sèche, là, tellement sèche, là, des fois que mes doigts sur le côté, ils fendaient, puis ça s'ouvrait, j'avais des fentes partout. Puis je pouvais des fois pas les plier tellement j'avais mal. La peau, elle craquait partout. Mais peu importe les choix de crème, il y en avait pas qui fonctionnaient, même quand j'ai été voir un dermatologue puis qui me prescrit des crèmes médicales. Mhm. Ça partait pas. J'avais les ongles qui cassaient tout le temps. J'avais la bouche qui avait besoin d'un hydratant, tu sais, des Lipsil. Oui. Je pouvais pas partir sans ça, c'était impossible. Il fallait tout le temps que j'en mette. Puis ça fonctionnait pas plus de toute façon parce que j'arrêtais pas d'en avoir besoin. J'avais une soif extrême, comme boire, là, il y avait pas de fin à ça. J'avais tout le temps la sensation qu'il fallait que je boive. Je voyais, j'ai vraiment un problème, j'arrête pas de boire, puis de boire, puis de boire. Mais Ton j'avais corps pas vraiment. était complètement déshydraté, finalement, Oui. là. Puis c'est vrai parce que aussi, quand j'allais me faire masser, étant donné que j'avais tellement de douleurs physiques, ben j'ai été abonnée
au massothérapeute, puis plus tard à de l'acupuncture, puis plus tard à de l'ostéopathe, puis à de la chiropratie. Tu sais, je les ai comme toutes passées, les spécialistes. Mm. Puis à chaque fois que j'allais me faire masser, il disait tout le temps, est-ce que tu bois assez d'eau? Parce que je dois te mettre 3 ou 4 fois plus d'huile que quelqu'un d'autre. Puis ça, elle dit, je mets l'huile, ça disparaît tout de suite dans ton corps. Puis là, je dis, ben oui, je bois. Tu sais, surtout que je savais que je buvais beaucoup. Là. Je pouvais boire tu sais, des 10-12 litres d'eau par jour. Hein. J'étais toute comme, c'est sûr que je bois. Là. Mais fait que tout mon corps entier était déshydraté, puis très, très sèche aussi. Fait que j'avais tout le temps des petits problèmes de peau qui apparaissaient. J'avais des taches qui apparaissaient un peu bizarres. Des fois, c'est des plaques toutes rouges, comme si tu as de la varicelle, mais tu n'as pas de varicelle. Sinon, c'était des plaques, des grosses plaques blanches, boursouflées, extra chaudes, comme si tu avais une piqûre d'insecte. Sinon, c'était des mini points rouges, comme si c'était pas un bouton, c'était pas une tache de rousseur, mais ça ressemblait à une tache de rousseur parce que c'était rouge. Mm. Il y en avait, ça partait. Sinon, j'en avais qui ressemblaient à de la roséole, comme un peu des plaques, mais comme toutes collées un peu avec du liquide qui fuit. Sinon, quand des fois, c'est surtout les jambes, quand j'enlevais mes pantalons, j'avais plein de bleus partout, mais je m'étais pas cognée nulle part, mais j'avais plein de bleus. Sinon, j'avais comme, on voyait toutes mes veines, j'étais comme, oh my god, je vois toutes mes veines. Mes veines, on dirait qu'ils apparaissaient à la surface, comme si la peau venait comme claire, un peu transparente. J'avais aussi des genres de taches un peu ronds, comme un peu transparent avec un petit point à l'intérieur. Ça, c'était comme un peu bizarre, parce que j'avais plein de problèmes. Puis chaque fois que tu prends des rendez-vous, soit par le temps que tu te rends au rendez-vous, ben, t'as plus rien. Ou quand tu l'as, ben, ah, ouais, c'est bizarre. Ah, on n'a jamais vu ça. Ah. Fait que là, il essaye plein de sortes de crèmes ou plein de sortes de traitements ou attends, ça va passer. Puis là, Puis ben, durant toutes ces années-là, j'imagine que tu as consulté plusieurs spécialistes aussi. Qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce qu'on te donnait des réponses ou on n'avait aucune idée de ce qui se passait avec toi? ben, je te dirais comme un bon 90%, ils savent pas. Je suis comme un cas mystère, là. Ouais. Puis j'ai vu des audiologistes, j'ai vu des ORL, des rhumatologues, dermatologues, des médecins de famille, des médecins internes qui disent là, pour les organes, un endocrinologue, un neurologue, ben pas un, plutôt comme j'ai dit, des psychologues, des psychiatres. Après ça, j'ai vu des l'optométriste parce que j'avais aussi des problèmes de vue. Au début, pendant plusieurs années, mes yeux étaient extra sèches, fait que je devais mettre des gouttes. Puis à un moment donné, je sais pas vers quand, là, mais mettons les 10 dernières années, c'était tout le contraire. Mes yeux coulaient constamment. Puis c'est surtout le matin, ils pouvaient couler pendant à peu près 4 heures de temps avant qu'ils arrêtent de couler. Puis ça, c'était un problème, là, que maintenant, j'ai plus, comme dans le fond, j'ai plus rien de tout ça. Mais j'avais tous ces problèmes-là. Puis aussi, les premières années que j'ai eu mon deuxième implant, j'ai eu à peu près, dans la bouche, là, je te dis, je pense que j'ai eu comme 12 caries qui sont apparues d'un coup sec. Puis là, je vois, ça se peut pas. Mes dents, elles sont propres, là. Fait que j'ai comme accusé que c'était la nouvelle pâte à dents. Puis là, j'étais comme super fâchée. Pourquoi ça change la pâte à dents? Fait que, mais là, plus tard, j'ai comme compris que oui, ça peut donner aussi des problèmes de dentition. Oui, ben oui, certainement. Ouais. Puis à quel moment tu as fait le lien vraiment avec tes implants mammaires? Parce que ça a pris plusieurs années où tu t'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis c'est quand le déclic? C'est quand que tu as entendu parler de la maladie des implants pour la première fois puis que tu as fait « Ah, c'est peut-être ça que j'ai. » C'était en janvier 2019. J'avais la télévision d'ouverte, là, comme un bruit de fond. Puis j'ai entendu une annonce passer que dans l'émission de Denis Lévesque, il allait avoir le sujet sur les implants mammaires. Puis là, le petit 30 secondes là, qui font une publicité, elle donnait comme des symptômes. Puis là, je dis, ah, c'est peut-être ça que j'ai parce que j'ai un implant. Fait que je l'ai comme enregistré, puis je l'ai écouté plus tard. Puis là, j'ai dit, OK, c'est clair, c'est ça que j'ai. Puis après, dans cette émission-là, il donnait aussi une référence qui était sur enquête, qui était faite par Radio-Canada. Puis là, j'ai été écouter ce documentaire-là. Puis dans ce documentaire-là, il y avait Dr. Fang, qui était une chirurgienne qui est spécialisée dans le retrait des implants mammaires, était située aux États-Unis. C'est la pionnière. C'est une sommité mondiale. Puis après, il y avait aussi Dr. Blais, qui est un chimiste analyste. Lui, il faisait les analyses des implants mammaires. Lui était situé à Ottawa.
Fait que j'ai fait mes recherches, puis j'ai contacté les deux. Puis c'est grâce à Dr. Blais qui m'a tout expliqué, mettons, l'historique, la problématique de l'implant que j'avais, qui était un en gel, en silicone, texturé, puis c'était du polyuréthane industriel. C'est Donc, des implants aujourd'hui qui sont illégaux, là. oui, oui, définitivement, c'est illégal. Puis là, il m'a expliqué toute la problématique, puis la saga là, qu'il y avait alentour de tout ça. Puis il m'a littéralement dit au téléphone, je sais pas pourquoi vous êtes vivante, parce que toutes les gens qui avaient cette prothèse-là sont décédés, parce que ce que vous avez, c'est morbide. Vous devez aller consulter en oncologie. Fait que moi, j'ai tout amené l'information à mon médecin de famille, tu sais, pour tout expliquer la situation. Puis elle a littéralement pris le papier devant elle, puis elle l'a poussé de ses mains pour me dire, je connais pas ça. Ben, j'ai dit, peut-être vous pourriez regarder. Puis elle a pas voulu, fait que c'est sûr que après quelques temps, j'ai plus jamais heurté retourner la voir, là. Mais anyway, ça, c'est un mauvais passage qu'on pourrait parler une autre fois. Mais Dr. Fang, après ça, j'ai envoyé tous mes documents médicaux que j'ai récoltés. Puis elle m'a fait remplir beaucoup de questionnaires, que ça m'a pris beaucoup d'heures à remplir. Puis elle m'a pris mon cas en tant qu'une chirurgie d'urgence. Oui. Puis quand j'ai été la voir, puis quand j'ai sorti de sa chirurgie, elle a dit, c'est une bonne chose que tu es venue me voir parce que j'ai l'expertise. Puis si tu avais été voir un autre chirurgien, il y aurait des chances qu'il n'aurait jamais trouvé tes morceaux de silicone. Elle dit, moi, j'ai les yeux pour ça parce que ça fait trop d'années qu'elle en fait. Elle est tellement habituée. Elle savait où chercher, puis elle savait comment aller les chercher. Puis on a les photos de ça, là, de ma prothèse avec tous les petits morceaux qui sont autour, une douzaine de morceaux qu'elle est allée chercher. Mais elle pouvait pas aller chercher les autres. J'en ai d'autres ailleurs. Mais on peut pas aller les chercher, là, ici. Ouais, un coup que la prothèse est rompue, le mal est fait un peu, là. C'est très difficile d'aller tout récolter, surtout si la capsule autour de l'implant n'a pas tout gardé, là. C'est ça. Ça se promène, ils appellent ça de la migration de silicone, là. Fait que ça se promène, puis c'est comme réparti sur certains de mes organes, là. Donc, t'es allé aux États-Unis, comme moi d'ailleurs, te faire explanter par l'incroyable Dr. Fang. Dans la liste de symptômes, là, je pourrais comme ajouter surtout là, la fatigue. Oui, parce qu'il y avait des immenses fatigues. Tout à fait normal. Même comme quand, parce que j'enseigne, là, fait quand je lisais des histoires aux élèves, je me cachais avec le livre. Parce que je tombais endormie en arrière du livre, tu sais. J'étais toute je dors partout. Je pouvais pas rester réveillée super longtemps dans ma voiture. Je pouvais tomber endormie au stop, aux lumières. Je dormais partout. Mais c'était pas un vrai sommeil profond parce que j'avais des troubles du sommeil. Avec le temps, j'ai eu comme le mouvement involontaire, les cauchemars à répétition. Après ça, j'avais l'apnée du sommeil. Puis là, l'apnée du sommeil, finalement, au bout de 20 ans que je l'ai dit, ils m'ont donné une machine, finalement. Fait que là, quand je l'ai eu, j'ai dit, ben ça répare ma respiration, je me sens un peu mieux, mais ça répare pas le sommeil comme en profondeur, là, comme la dernière étape du sommeil pour dire, je me sens reposée, ça, je ne l'ai pas. Mais au moins, ça réparait ma respiration. Mais quand j'ai enlevé mon implant mammaire, j'ai refait le test. Puis j'ai 0 apnée du sommeil. Puis ma thyroïde a été débalancée parce que ça cause, dans le fond, là, l'implant mammaire, ça l'a touché à plusieurs troubles de ma santé. Ça a touché neurologique, endocrinien, cutané, respiratoire, sommeil. Ensuite, ça l'a capillaire aussi, toute perdre mes cheveux, comme j'aurais pas eu des cheveux comme ça. Là. Je les perdais toutes. Ça l'a fait aussi les autres, digestif, c'est ça, au niveau de la nutrition. Beaucoup de choses que je pouvais plus manger. Et puis, attends que je regarde. Je pense que c'est tout. Ah, puis lymphatique, bien sûr. Là, le système lymphatique qui fait que la lymphe, elle fonctionne plus. De toute façon, c'est là-dedans que mon silicone s'est réparti avec les produits toxiques, qui fait qu'il y a des difficultés lymphatiques. Mais quand la glande thyroïde a mal fonctionné, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais à l'université, puis le médecin, elle disait, avec tous les tests, on a fait des électroencéphalogrammes, on a fait des scanners, on a vérifié pour le diabète, la sclérose en plaques. Après ça, on a vérifié pour les os. Puis on a vérifié comme, en tout cas, je sais pas combien de tests qu'ils ont fait. Puis là, elle dit, tous mes tests sont négatifs.
mais c'est vrai que tu files pas. Elle dit, peut-être tu as une dépression. J'ai dit, madame, écoute, arrêtez de dire que je suis en dépression. Je sais que je suis pas en dépression. J'ai pas rien dans ma vie qui fait que je suis en dépression. J'ai peut-être des signes de dépression. Mais ça doit pas être la cause. Parce que Mhm. j'ai rien dans ma vie qui me fait ça. Ouais. Puis après ça, elle a dit, ben sinon, j'ai la thyroïde. Tu serais comme à la limite de te donner un médicament ou non. Puis elle dit, Ouais. habituellement, quand c'est ce chiffre-là qui apparaît, on t'en donne pas. Ouais. Elle dit, vu que t'as rien, je vais t'en donner. Mais elle a oublié de me dire que si elle commence le Synthroïde, t'es pogné avec pour le reste de ta vie. Ouais. J'ai dit, ben bravo, tu sais. Là, tu sais ça quasiment comme 20 ans plus tard. Je suis toute comme, OK. Fait que ça, j'étais pas contente qu'on a encore oublié de donner une information assez importante. Mhm. Puis, quand j'ai enlevé l'implant, on a refait les tests, bien sûr, pour ma thyroïde. Puis là, on a rechangé la dose, mais plus basse. Fait que je me rends compte qu'il y a vraiment une problématique parce que lorsque l'implant a été enlevé, tous mes problèmes de peau sont partis, mes problèmes de perte de cheveux sont partis, mes problèmes cognitifs sont presque tous partis. Des fois, il en reste encore des petites séquelles. Mhm. Le problème digestif, c'est presque tout parti. Ça aussi, il reste quelques petites séquelles. Pareil comme pour le trouble du sommeil, il m'en reste un petit peu. Mais je pourrais dire comme à part ces 3 sphères-là, le reste, là, c'est toute partie. J'ai zéro douleur musculaire, zéro Oh. douleur articulaire. J'ai tout regagné ma souplesse, parce que ça me faisait perdre ma souplesse. Comme je pouvais même pas me pencher pour toucher mes genoux. À peine Mhm. mes doigts dépassaient le cap du genou, là. Et pourtant, j'étais capable de mettre mes 2 mains à plat au sol, la tête aux genoux, là. J'étais extra souple. Mhm. Puis là que j'ai enlevé l'implant, je suis capable de refaire mes positions. Parce qu'il y avait plein de positions de yoga que je pouvais plus faire. Là, je suis capable de presque toutes les refaire. Il y en a encore quelques-unes qui me manquent, mais sinon, elles sont presque toutes revenues. Puis pareil, comme pour les yeux qui coulent, j'ai plus ça. Puis le test auditif, c'est la même chose. J'ai eu une dégradation de l'ouïe. Puis quand j'ai enlevé les implants, puis j'ai refait des tests, bien, il y a eu une amélioration qui était suffisante pour enlever un appareil, le mettre occasionnellement, puis l'autre, le réajuster avec quasiment 10 degrés de plus que j'ai gagné. C'est incroyable parce que d'habitude, l'ouïe, c'est pas quelque chose qu'on est capable nécessairement d'aller retrouver, tout comme Oui, la vue, finalement. Donc, on voit qu'il y a eu quand même une bonne différence dans ton cas suite à l'explantation. oui, On est passé d'être quasiment alité, mais tu étais alité à la fin, oui, tu oui, travaillais plus. je travaillais plus. Ça faisait 2 ans que j'étais invalide. Incroyable. Puis ce qui est déplorable, là, étant donné que tous les tests s'avèrent presque toujours négatifs. Aujourd'hui, on sait ça, on pourra en parler dans un autre podcast, là, mais on sait pourquoi ça devient comme, ben, pourquoi, que ça se dissimule, puis que c'est pas identifié. Fait que la problématique, quand tu vas voir le médecin, puis qu'il trouve jamais rien, d'abord, il te rend coupable, il te rend responsable, puis après ça, il te met dans la case de santé mentale. Fait que tout ce temps-là, là, quand il trouve rien, pouf, santé mentale. Ah, t'es sûrement quelqu'un qui fait de la psychosomatique. Ah, t'es sûrement quelqu'un qui imagine des problèmes de santé. Fait que t'étais tout le temps dans l'autre case. Fait que mon arrêt de travail a pas été mis pour un problème de santé physique, ce que je criais haut et fort. J'ai un problème physique, je vais pas bien. Elle m'a mis dans la santé mentale. Fait que pour moi, c'est comme une honte extrême, là. C'est comme ça m'entache, là. T'sais, arrête de Mhm. faire ça parce que c'est pas ça mon problème. C'est pas que j'ai honte pour que des personnes aient des problèmes de santé mentale. C'est pas ça. C'est que si j'ai le mauvais diagnostic, donne-moi-les pas. T'sais. Ouais. Moi, je veux pas avoir cette étiquette-là de mauvais diagnostic. Donne-moi le vrai diagnostic, puis je vais l'accepter. Puis comment tu as vécu le processus entre le moment où tu réalises que c'est tes implants qui te causent tous ces problèmes-là suite au reportage que tu as vu et le jour de l'explantation? Est-ce que ça s'est fait quand même assez rapidement? Est-ce que tu t'es rendue aux États-Unis toute seule? Comment ça s'est vécu, ce centre-deux-là, finalement? Le entre-deux, là, c'était comme une urgence, là. J'avais pas beaucoup de jours. Je pense qu'au total, j'avais 45 jours. Moi, ça a été rapide parce que justement, elle m'a pris en cas d'urgence. Oui. Donc, j'avais à peu près 45 jours pour revoir mon médecin de famille, expliquer la situation qu'elle a reniée et rejetée, qu'elle m'a interdit d'aller aux États, et que j'ai pas écouté. Une chance pour moi. Mhm. Une Puis, chance. ouais. Après ça, je me suis dépêchée dans une clinique privée. Fait que j'ai été voir une gynécologue, croyant qu'elle serait plus à l'écoute de la problématique. Je Mhm. m'étais dit, gynécologie, elle s'occupe de tout ce qui est féminin. Peut-être qu'elle s'occupe aussi des seins féminins, tu sais. Mais Mhm. elle était pas vraiment ouverte, mais elle a quand même collaboré à certains dossiers que j'avais besoin, certaines prises de sang ou médicaments, pas médicaments, excuse-moi, prises de sang puis tests
Fait que j'ai fait comme les tests que Dr. Feng demandait de faire. J'ai réussi à tous les passer puis à tous les faire pour que mon dossier soit complet avant. J'ai réussi même à avoir un rendez-vous avec un chirurgien au Québec pour expliquer la situation. Là aussi, ça a été renié. Je te dis ça, c'était vraiment un cauchemar. Genre moins de 10 minutes, puis il me présentait la porte. Puis il a pris mon dossier vraiment là, dans ses mains. Puis il a dit, vous, c'est pas un cas urgent. Ça fait 30 ans, c'est la RAMQ qui a payé ça, c'est la RAMQ qui va vous le payer pour l'enlever. Fait qu'il a pris mon dossier, puis il l'a lancé comme ça, sur le bord de sa fenêtre, où est-ce qu'il y avait d'autres piles. Puis il dit, je te rappellerai peut-être comme dans 12 mois, là, ou quelque chose comme ça, quand la RAMQ me rappellera. Puis après ça, il s'en allait. Puis là, j'ai dit, vous m'examinez pas. Ah, ouais. Puis là, il m'a examiné. OK, t'as un grade 3. OK, bon, mais merci. Et c'est tout. Puis il a dit que tous mes symptômes ne pouvaient pas être liés à l'implant, c'est impossible. Sauf la douleur thoracique. Là. Mm-hmm. En tout cas, fait que ça, c'était comme ça que j'ai fait. Ça, j'ai fait aussi une résonance magnétique et puis des seins, puis une échographie des seins. Dans la résonance magnétique, ils ont dit j'avais absolument rien, mais qu'ils voyaient des petites taches sur le foie. Fait qu'ils m'ont dit allez passer une échographie. Fait que j'ai été passer l'échographie, qui ont dit t'as rien. Ce qu'ils ont vu dans la résonance magnétique, on le voit pas, donc c'est pas important. Mais je vois pas ton rein. Fait que là, il était comme un peu fâché qu'il voyait pas mon rein. Là, je dis ben là, c'est un problème. C'est parce que j'en ai rien qu'un. C'est parce qu'il est plus petit, il est anormal. Puis là, il était fâché, puis il voulait pas me répondre. Puis il a dit il doit être juste parce qu'il est caché par tes autres organes, là, je vois rien. Puis il était super fâché, puis ça a duré à peu près aussi 10 minutes, puis pouf, j'ai pris la porte. Puis c'est ce que je trouve qui était vraiment fascinant, c'est que tout ça s'est passé, mettons, en 45 jours, tous les rendez-vous, les médecins, tous les tests. Puis dès que j'ai été aux États-Unis, j'ai dû refaire une échographie. Puis là, je l'ai refaite. Et à cette échographie-là, on a vu tous les morceaux de silicone. Fait que là, je m'étais dit, comment ça? Donc, il n'y a personne au Canada qui a vu qu'il y avait du silicone partout à l'intérieur de toi, mais dès que tu es allé aux États-Unis, on les voyait. On les voyait. Là, j'avais une grande question qui était, est-ce que c'est parce que la technologie, tu sais, les machines utilisées sont pas les mêmes, puis on peut mieux voir quand c'est ailleurs que qu'est-ce qu'on a, nous, c'est désuet, ou c'est la formation des techniciens qui cherchent puis qui trouvent, ils savent quoi chercher, ils savent quoi regarder. Est-ce que c'est la formation? Encore à ce jour, la réponse est pas très claire, mais elle semble plus être que c'est de la formation et non pas de la technologie. Ouais. Fait que ça sonne un gros red flag, là. C'est comme, wow, tu sais. Ça veut dire que c'est vraiment pas bon. Puis ça fait en même temps du sens logique parce que presque personne dans ceux que j'ai vus là, au Canada là, vont dire qu'il y a un lien avec les implants mammaires. Même là, cette année, là, en 2023, là, j'ai encore été voir des médecins ou des chirurgiens. J'ai posé des questions. Puis chaque fois, je me fais revirer de bord, là, que ça existe pas, que c'est une grosse gamique sur Internet, puis que nous, on se fait avoir. C'est ça pour la majorité des femmes qui viennent au podcast aussi. Là. On va voir des spécialistes. Ça a été la même chose dans mon cas à moi. Il n'y a personne qui fait le lien avec les implants mammaires. Et si on ose juste parler de peut-être que c'est nos implants mammaires, on se fait montrer la porte, ou on se fait ridiculiser, ou on se fait dire que c'est dans notre tête encore aujourd'hui, en 2023. Oui, c'est vraiment assez grave. Incroyable. Oui, ils sont pas à jour du tout. Mais ça, on pourrait en parler plus longuement dans un autre podcast, mais on aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. Puis aider les femmes à aller faire eux-mêmes des démarches de recherche. Puis leur donner des bonnes ressources à aller chercher. Donc là, tu te rends aux États-Unis. Parle-nous un peu de comment ça s'est passé, ton expérience avec Dr. Feng, de ton réveil aussi et de tes symptômes. Est-ce qu'ils sont toujours présents aujourd'hui? Comment ça se passe ta vie après l'explantation? Avec Dr. Feng, ça s'est super bien passé, franchement. Là, j'ai jamais été accueillie aussi bien que ça. Dans tous les 30 ans de médecins, de cliniques que j'ai vus, puis ça, j'en ai vu vraiment beaucoup. Là, mes dossiers, là, juste un dossier dans un hôpital, quand j'y vais, là, il y a à peu près, je pense, un bon 6-7 pouces d'épaisseur pour une seule clinique. Fait que il est gros, mon dossier. Mais là-bas, là, c'est un accueil exceptionnel.
tous les gens sont extra gentils, on te connaît par ton prénom, on te dit bonjour partout. L'environnement était magnifique, c'est de toute beauté. Puis Dr. Feng, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est pas juste toute son expertise puis son savoir-faire sur le domaine qu'elle a de la chirurgie esthétique qui est spécialisée pour le retrait des implants mammaires. C'est qu'elle a aussi la formation d'être en microchirurgie. Donc, elle peut faire des plus belles cicatrices, si on peut dire. Très minutieuse. Oui, très, très minutieuse, c'est ça. Puis, c'est une femme qui est très calme, très posée. Et puis, ce qui était très impressionnant, puis qui me fait à moi dire, OK, elle vaut plus que d'autres, parce que même si ça fait, mettons, 30 ans qu'elle fait ça, mettons, ça fait 3500 femmes qu'elle voit, là. Chaque cliente qu'elle voit, elle peut passer 1h30 à 2h30 avec chacune d'entre elles. Puis elle ne te donne jamais le sentiment « je t'ai écœurée de t'entendre parler ». Elle te donne jamais le sentiment « j'ai déjà vu ça, là, t'es comme la 3800e que je vois qui a le même symptôme ». Jamais, jamais, jamais. Chaque cliente, chaque patiente est vraiment spéciale avec Dr. Feng, puis on le ressent, ça, quand on va la voir, là. Elle a une très, très bonne écoute, puis elle te met, puis pas juste l'écoute, tu la sens empathique. Oui. Après tout ce temps-là, elle pourrait devenir indifférente puis dire, OK, là, tu me fais perdre mon temps, là, away, que je m'en aille à la salle d'opération, tu sais. Mais elle fait pas ça, jamais, jamais. Elle reste, elle t'écoute, elle écoute tous tes symptômes, puis tu la sens disponible à t'entendre et te recevoir. Puis ça, là, c'était comme quelque chose que j'avais jamais trouvé nulle part ailleurs. C'était vraiment impressionnant. C'est rare que je prends le temps de parler d'une chirurgienne ou d'un chirurgien durant mon podcast, mais je pense que Dr. Feng en vaut extrêmement la peine parce que c'est une femme incroyable, faut le dire, puis on s'attardera pas trop à en parler, mais peut-être qu'on va faire un podcast dans le futur pour parler de l'explantation qui est possible aux États-Unis aussi. Hein. C'est parce qu'on a l'impression qu'on peut juste se faire explanter au Québec, mais c'est pas le cas. On en reparlera. J'ai envie que tu nous parles maintenant de ta vie après l'explantation. Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Mes symptômes, dès mon réveil, là, ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'avais plus de tension dans ma colonne vertébrale, surtout à la région du coccyx. Moi, j'avais une pression extra grande. Fait que j'avais plus de douleur nulle part, puis je pouvais tourner mon cou. Parce que quand je suis arrivée, j'avais la tête un petit peu penchée comme ça, puis je pouvais plus tourner. Je pouvais pas faire mes angles morts dans l'auto, là. C'était pas possible. Fait que là, quand je suis sortie de la chirurgie, je pouvais bouger de la tête aux pieds. Fait que là, j'ai fait comme une petite danse. J'étais tellement contente, je pouvais bouger. Mais j'avais plus de douleur nulle part, puis je me sentais toute déenflée, puis toute comme dans le fond, 90% de tous mes symptômes sont disparus à 100%. Dès le réveil, quasiment? Oui, dès le réveil, parce que c'est jamais revenu. Fait que dans le fond, c'est dès le réveil, j'ai plus rien eu. Et puis, ceux qui restent, comme j'ai nommé tantôt, un petit peu le trouble du sommeil. Dans le fond, le seul qui reste, c'est que mon sommeil soit réparateur, que il y a juste une zone qui fonctionne moins bien. Je prends de la mélatonine. Ça, c'est un autre médecin qu'on pourra parler, qui est Dr. Cohen Turverett, Jean-William Cohen Turverett, qui est en Alberta, qui est un rhumatologue et qui est un chercheur aussi, puis professeur de l'université en Alberta, qui m'a diagnostiqué la maladie ASIA, qui est la maladie auto-immune associée avec les implants mammaires. Et les implants mammaires. Entre autres, de l'adjuvant, c'est le silicone. Puis, ça aussi, c'est un autre médecin qu'on pourrait faire un podcast dessus. Il est vraiment exceptionnel aussi. Puis, que tu te sens écoutée et comprise dans toutes les douleurs que tu as. Fait que j'ai juste le petit trouble du sommeil comme ça qui reste. Sinon, dans le système digestif, ben c'est comme aléatoire. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Fait que c'est pas tout le temps clair. J'ai fait plusieurs recherches comme le régime FODMAP, qui est pas un régime là, comme les gens ils disent, prends un régime pour maigrir. Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est une recherche de diminuer l'inflammation des parois intestinales, la digestion des sucres dans le corps. Fait que c'est un régime spécifique pour trouver quelles sont les réactions
au corps dans la digestion. Est-ce que mon corps peut digérer tel ou tel aliment? Fait que j'ai fait ce test-là. Puis là, j'ai fait aussi diminution des produits bovins, donc les produits laitiers. Fait que j'ai comme fait plusieurs tests pour savoir qu'est-ce qui fonctionne mieux ou pas. Puis ce que j'observe, ben j'essaie de plus les remettre si je vois que ça me fait des inconvénients. Puis sinon, ben je peux les remettre, mais en plus petite quantité. Fait que je fais des observations. Comme Dr. Teverett, il dit, ça va être un processus à vie parce que ça va être probablement chronique, puis ça va être à toi de t'ajuster chaque fois. Qu'est-ce qui est mieux pour toi ou non de prendre ou de pas prendre. Puis après ça, l'autre qui restait, c'était lequel? J'avais dit, il m'en restait 3. Euh, Je me souviens plus. au Ben, je niveau pense que de c'est la trouble, un petit peu. thyroïde, Oui, la qui est thyroïde, encore c'est un ça, juste peu... à vie. Oui, c'est elle va ça, rester à vie. exact. C'est juste qu'elle s'est améliorée. C'est sûr que je rêve qu'elle s'améliore encore, là. Ouais. Ben, je pense qu'après 30 ans, il y a peut-être comme le dommage est peut-être irréversible, là, mais... On voit qu'il y a eu quand même justement des dommages qui sont irréversibles, mais malgré tout, je veux dire, du haut de t'as quel âge, Julie? Là, Sans indiscrétion. ouais, bientôt 53. Et je veux dire, tu rayonnes, là. Tu sais, la Merci. première fois que je t'ai parlé, j'étais comme, mon Dieu, elle a 30 ans, cette femme-là, là, tu sais. Donc, on est passé d'une Julie qui était quasiment sur le seuil de la mort à une Julie qui a retrouvé sa santé. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration quand même reliée à ça, ce qui fait en sorte que tu es vraiment présente pour la cause. Je veux dire, la majorité d'entre nous a été malade durant des années, mais jamais durant 30 ans, là. Toi, tu as Oui. souffert durant 30 ans, donc c'est beaucoup. On t'a enlevé une Le grosse tiers de ma partie, vie. le tiers de C'est pas ta juste vie. le tiers de ma vie, c'est vraiment le tiers de ma jeunesse. Ouais, oui, Puis ça, c'est grave, là. Et exact. aussi, en parlant de jeunesse, là, ça me fait penser aussi aux autres symptômes, c'est tout le système hormonal qui marche pas. Parce que j'ai eu des symptômes de préménopause à 38 ans. Ouais. Puis on me croyait pas, mais je les avais tous les symptômes. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui vient en désordre, là. Si, Fait la que, dernière petite question pour oui, toi. mais pour faire suite à ce que tu disais, comme je suis affectée par ça, oui, effectivement, je suis affectée. Puis je vais donner des conférences sur le sujet. Toute ma présentation est terminée. Puis je vais commencer à l'automne. Puis je vais aussi avoir des ateliers pour aider les femmes à se réapproprier leur corps. Ça, c'est comme important pour moi maintenant de pouvoir D'en offrir. parler. Ouais, offrir puis aider parce que moi, si j'avais su que les implants, quels que soient les symptômes possibles d'avoir, jamais j'aurais dit oui parce que je n'étais pas un gambler. Moi, je suis pas quelqu'un qui risque rien. Fait que je l'aurais pas pris. On m'a dit, peut-être que ta thyroïde va pas fonctionner, peut-être que tu vas perdre tes cheveux, peut-être que tu vas avoir la peau sèche, peut-être que tu vas enfler. Jamais j'aurais dit oui à ça. Fait que moi, mon objectif, c'est d'aller donner l'information aux femmes pour leur dire, voici la liste, voici les conséquences possibles, puis soyez informés lorsque vous faites un choix. Fait que celles qui veulent poursuivre à avoir des implants, elles le pourront, mais en ayant plus d'informations que ce qu'elles recevront dans une clinique de chirurgie. Celles qu'elles en pensaient en avoir, peut-être que ça va les faire changer d'idée. Puis sinon, celles qu'elles en ont, ben elles sauront quelles sont les étapes ou le processus, parce que ça aussi, il y a comme un processus spécifique au retrait. On peut pas aller voir n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ça marche pas. Il y a vraiment un protocole à suivre. Oui, on te remercie d'être beaucoup impliquée pour la cause, finalement. Je pense que tu as aidé plusieurs femmes. Tu vas continuer d'en aider plusieurs aussi. Je pense qu'on passe au suivant, comme on dit. Oui. En terminant, si tu avais un conseil à donner à une femme qui songe peut-être se faire poser des implants mammaires, lequel ça serait, finalement? Ben, le plus, écoutez ma conférence. Ouais. Non, mais sans blague, ça serait vraiment d'aller faire leur propre recherche. Puis de pas rester dans le petit sillon québécois-Canada. Vraiment, d'aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations qui sortent de notre pays. Parce que nous, on est en retard dans tout. Même encore aujourd'hui, là, avant de faire le podcast, j'ai été voir sur le site québécois puis le site canadien sur la santé des implants mammaires, là. Puis ils sont pas à jour. Je me dis, qu'est-ce qu'ils attendent pour être à jour? Parce que si on va sur le côté des États-Unis, La au Food FDA. Drug Administration, ils sont plus à jour. Mais si tu vas en Europe, avec celui-là, que si vous entrez les lettres A, N, S, M, qui est pour l'Europe,
Attends, je vais juste mettre mes petites lunettes parce que sinon je Oui, serais pas capable de tout lire. C'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Alors, c'est le ANSM. Ça, c'est en Europe. Eux, là, ils ont beaucoup plus d'informations que nous puis que les États-Unis concernant les implants mammaires. Oh. Tu peux faire des recherches après ça dans l'Angleterre. Tu peux faire des recherches en Australie. Tu peux faire des recherches ailleurs, là. Mais il faut que les femmes qui veulent des implants ou qui ont des implants, qui fassent des recherches vraiment large. Puis de vraiment aller aussi chercher dans des groupes de Facebook ou peu importe, sur Twitter ou je sais pas quoi, là, vous avez Instagram, là, tous les genres de réseaux sociaux, puis de pas s'attarder à un. De chercher partout. Comme ça, ton opinion puis ton jugement, il va pouvoir se déposer sur beaucoup d'informations et pas juste comme une. Puis ça, De poser des questions aussi, là. Hein? Tu sais, on dirait qu'on n'ose pas poser des questions quand on est devant un chirurgien, une chirurgienne, un médecin, un spécialiste, mais c'est ça. je veux dire, la science évolue, puis on est en retard, justement. Nous, on a le droit de poser des questions. Là. Pourquoi qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça, puis ici, c'est comme ça? Pourquoi qu'aux États-Unis, la maladie des implants mammaires commence à être reconnue, puis ici, c'est pas le cas encore, tu sais? C'est Il y a ça. des choses qui doivent changer. Puis, en terminant, Julie, où on peut te rejoindre si on a des questions, si on aimerait ça rentrer en contact avec toi, si on aimerait ça, peu importe, juste te parler, finalement? Ouais. Ben, sur Facebook ou Messenger, là, je réponds tout le temps aux femmes. Puis après ça, des fois, au lieu de juste parler par texto, ben, tu sais, on se prend un rendez-vous téléphonique. Des fois, c'est plus facile que juste répondre par texto. Mais sinon, ils peuvent aller voir sur le site de JPAC, l'association avec laquelle je suis, là, qui est le Global Patient Advocacy Coalition, donc qui est la coalition mondiale pour la défense des droits pour les femmes. Ben, pas juste pour les femmes, mais pour les produits médicaux, je devrais dire. Puis si elles cherchent dans les barres de recherche, le JPAC, ça veut dire un GPAC. Ensuite, on ajoute United, donc UNITED. Puis là, c'est le .org. Ça fait que c'est vraiment le ORG. Je mettrai le lien en commentaire. Oui, si on rentre ça, on va tomber sur la page du site web sur lequel il y a déjà plusieurs informations qui est affichées. Puis sinon, ben, vous cherchez aussi dans Facebook, JPAC United, vous allez sûrement aussi le trouver. Puis soit moi ou dans le groupe, puis vous pourrez trouver de l'information. C'est sûr que si vous passez à travers juste le groupe, c'est comme 99% anglophone. Mais la partie francophone, là, c'est moi qui ai été dédiée, qui a été dédiée pour traduire puis aider les personnes qui voudraient avoir de l'information qui comprennent pas l'anglais. Là. Malgré qu'aujourd'hui, les traducteurs sur Internet, ça fonctionne quand tu cliques traduction, puis la page peut se traduire. Là. La plupart des documents se traduisent tous. Là. Ouais. Julie, merci d'avoir pris de ton temps pour venir nous raconter ton expérience et merci aussi de t'investir autant pour la cause. On a besoin de plus de femmes comme toi. Je te dis à bientôt parce que définitivement qu'on n'a pas terminé de se parler. Oui, ben en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais. J'apprécie beaucoup parce que toi aussi, tu t'impliques autant que moi. Puis comme je dis, tu as la jeunesse, tu es capable de mettre ça sur les réseaux plus que moi. Puis je suis bien contente parce que l'objectif, c'est vraiment de rejoindre le maximum de personnes, peu importe leur âge. Là. Il faut vraiment que les femmes soient au courant du sujet. Ouais. Merci Julie, on se dit à bientôt. OK, merci. Bye.